L'enveloppe est restée posée sur le rebord de la fenêtre pendant 4 jours. Je la regardais chaque matin en buvant mon thé, comme on regarde une blessure qu'on n'a pas encore le courage de nettoyer. Elle était d'un beige jaunâtre, presque translucide, et dégageait une odeur que je ne saurais pas décrire autrement que comme l'odeur de quelqu'un qui a décidé pour vous. L'écriture sur l'enveloppe était de celle de Gwendaline, ma belle-mère, anguleuse, serrée, chaque lettre taillée comme pour faire mal. Je m'appelle Solveig. Je suis née dans une petite ville du Jura, entre les sapins et les horloges, dans une famille où l'on parlait peu et où l'on travaillait beaucoup. Mon père réparait des montres, ma mère cousait des rideaux pour les maisons des autres. Il y avait dans notre maison une sorte de dignité silencieuse que je n'ai comprise que beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à en manquer. J'avais 29 ans quand j'ai rencontré Erwan. Il était cartographe. Pas dans le sens moderne, pas avec des logiciels et des satellites, mais dans l'ancien sens du terme. Il dessinait à la main des cartes de territoires oubliés, de cours d'eau sans nom, de frontières que les États avaient effacées. Il avait les mains tachées d'encre indigo et une façon de regarder le paysage comme s'il allait le dessiner dans la seconde. On s'est rencontrés lors d'une exposition dans une salle des fêtes de village que personne n'était venu voir. On était les 2 seuls visiteurs. Il m'a montré une carte qu'il avait faite d'un marais disparu dans le Morvan. J'ai dit que ça ressemblait à une radiographie du poumon d'un géant. Il a ri, un rire franc, sans calcul, et m'a demandé si je voulais boire quelque chose. On s'est mariés 2 ans plus tard dans une chapelle de granit gris, sous un ciel qui hésitait entre la pluie et le soleil. Sa mère, Gwendaline, était là, en robe bordeaux, avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Dès le premier jour, elle m'a regardé comme quelqu'un regarde un objet déposé dans la mauvaise pièce. Erwan et moi vivions à Lyon, dans un appartement au dernier étage d'un immeuble du quartier de la Croix-Rousse, avec une vue sur les toits et le bruit lointain des bouchons lyonnais. Il travaillait pour une fondation privée qui finançait des archives cartographiques. Moi, j'enseignais le violoncelle à l'école municipale. On avait une vie simple et pleine, du genre de celle qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais à 16 semaines. J'avais repoussé le test pendant des jours sans savoir pourquoi, peut-être parce que je pressentais que cette nouvelle allait changer la texture de tout. Erwan était en déplacement à Strasbourg. Je l'ai appelé le soir même. Il y a eu un silence de plusieurs secondes, puis il a dit, d'une voix légèrement brisée, « Est-ce que tu pleures ?» J'ai dit non. Il a dit, « Moi si ». C'était la seule fois que je lui avais entendu dire ça. Il est mort 6 semaines plus tard. La route nationale entre Beaune et Chalon-sur-Saône. Un camion frigorifique dont le conducteur s'était endormi. 3 voitures. Aucun survivant côté véhicule léger. La gendarme qui est venue m'annoncer la nouvelle avait les yeux du même gris que le béton derrière elle. Elle m'a dit de m'asseoir. Je n'ai pas pu. Je ne me souviens pas clairement des jours qui ont suivi. Je me souviens du cercueil, trop lisse, trop fermé, et de Gwendaline à côté de moi qui ne m'a pas touchée une seule fois. Pas une main sur l'épaule, pas un mot. Elle pleurait son fils avec une exclusivité que je n'avais pas le droit de contester. L'enveloppe est arrivée 10 jours après l'enterrement. Je l'ai ouverte le 5e matin, debout dans la cuisine avec les mains qui tremblaient légèrement. Une feuille, 2 paragraphes. La première phrase disait que l'appartement était au nom d'Erwan et que ses héritiers directs, elle, en tant que seule famille, avaient des droits sur les biens. La deuxième disait que si je voulais son aide pour les mois à venir, je savais ce que j'avais à faire. La 3e phrase était la plus courte. Elle disait « Une clinique discrète se trouve au 14 de la rue des Acacias. Ne tarde pas. » J'ai lu ces lignes debout, dans la cuisine, avec une main posée sur mon ventre sans m'en rendre compte. 4 mois. Une vie qui ne savait pas encore ce qui se passait au dehors, qui continuait son travail sourd et minutieux de se construire, indifférente au reste. Je suis sortie avec mon manteau et mon sac à main et pas grand-chose d'autre, parce que je ne savais pas où j'allais. Il faisait un froid sec, le genre de froid qui entre dans les poumons comme un reproche. Je me suis retrouvée à marcher dans des rues que je connaissais pourtant depuis 5 ans et qui avaient pris une étrangeté nouvelle, comme si la ville avait légèrement changé d'angle. La rue des Acacias était une rue sans arbres, ce qui était déjà une sorte de mensonge. La clinique avait une façade beige et des stores à lamelles tirés à mi-hauteur. Je me suis arrêtée devant. Je suis restée là peut-être un quart d'heure. Les gens passaient. Une femme avec un chariot de course, un homme qui parlait au téléphone en gesticulant. Personne ne me regardait. Je n'ai pas poussé la porte.
Je ne sais pas exactement pourquoi je me suis mise à marcher dans la direction opposée. Il n'y avait pas de décision consciente, c'était plutôt une résistance du corps, un refus physique qui précédait la pensée. J'ai tourné dans plusieurs rues sans but précis, jusqu'à me retrouver dans une impasse, au bout de laquelle il y avait une porte en bois sombre avec une plaque de cuivre. Docteur Théophane Marcellis, médecine générale et accompagnement périnatal. Il pleuvait maintenant. J'ai sonné parce que j'étais trempée et parce que je n'avais nulle part où aller, et pas pour une autre raison. La salle d'attente sentait le vieux bois et la lavande froide. Il n'y avait personne d'autre. Une secrétaire m'a regardée avec une expression neutre et m'a demandé si j'avais rendez-vous. J'ai dit non. Elle m'a demandé d'attendre. Théophane Marcellis est entré 10 minutes plus tard. Il avait environ 65 ans, des cheveux blancs épais coiffés en arrière, une barbe de 3 jours et des lunettes rondes avec une légère teinte dorée dans les verres. Il portait un cardigan vert bouteille sous une veste de tweed. Il m'a regardé avec une attention calme, du genre qui ne cherche pas à analyser mais qui reçoit. « Qu'est-ce qui vous amène ?» a-t-il dit en s'asseyant, pas derrière son bureau, mais sur la chaise à côté du bureau, comme si ça changeait quelque chose à la géographie du pouvoir. « Je suis enceinte de 16 semaines, j'ai dit. Je voudrais une échographie. » Il a acquiescé et s'est levé sans autre question. L'échographie a duré 20 minutes. Il regardait l'écran avec la concentration de quelqu'un qui déchiffre quelque chose d'important, pas avec la routine d'un geste répété 1000 fois. À un moment, il a tourné légèrement l'écran vers moi. « Voilà », il a dit doucement. « Cœur régulier. Tout ce qu'on voit est bien formé. C'est une fille, très probablement. » Et alors j'ai pleuré. Ça m'a prise complètement par surprise. Pas un chagrin progressif, mais une espèce d'effondrement subit, le genre qui vous laisse sans force dans les jambes. Il a posé une boîte de mouchoirs sur la table à côté de moi et n'a rien dit pendant un long moment. Il attendait sans impatience, ce qui est rare. Quand j'ai pu reprendre une respiration à peu près normale, il a demandé, simplement, « Où est le père ?» « Il est mort, il y a 3 semaines. » Un silence. Il a ôté ses lunettes, les a essuyées avec un coin de son cardigan, les a remises. « Avez-vous quelqu'un ?» J'ai secoué la tête. Il s'est levé lentement et a regardé par la fenêtre, une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure avec un vieux rosier sans fleurs. Puis il s'est retourné et m'a regardé droit dans les yeux. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Il avait utilisé le tutoiement sans s'en apercevoir, je crois. Il n'a pas précisé quoi, il n'avait pas besoin. « Je vais t'aider à partir d'ici. » Je voulais lui demander pourquoi. Je voulais lui dire qu'il ne me connaissait pas, que je n'avais aucune raison de lui faire confiance, que j'étais une étrangère dans son cabinet sous la pluie. Mais aucun de ces mots ne s'est formé. Peut-être parce que nous savions tous les deux, lui, moi et la fille que je portais, qu'il ne serait pas vrai. On est sortis ensemble sous son parapluie noir. Il conduisait une vieille Citroën vert sauge qui sentait le cuir et les livres. Il m'a emmené dans le 8e arrondissement, dans une rue calme qui s'appelait la rue du Rossignol, devant un immeuble avec des volets bleu pétrole. Il a sonné à un interphone. La femme qui a ouvert s'appelait Hortense. C'était la sœur de Théophane, plus jeune d'une dizaine d'années, avec des nattes grises et des yeux qui vous regardaient comme si vous étiez la suite logique de quelque chose qu'elle avait commencé d'espérer. Elle a ouvert la porte en grand et a dit, sans préambule, « Tu as mangé ?» J'ai dit non. « Assieds-toi. » Je suis restée chez Hortense pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois, des choses se sont produites que je n'avais pas prévues. Gwendaline a tenté de me faire signifier par huissier une sommation de quitter l'appartement d'Erwan, mais Théophane connaissait un avocat spécialisé en droit du conjoint survivant qui a répondu par courrier recommandé. Les tentatives ont cessé. Le notaire d'Erwan a trouvé un testament que Gwendaline ignorait, ou prétendait ignorer, dans lequel Erwan me laissait explicitement la jouissance du logement et d'un compte épargne constitué avant le mariage. Une semaine après mon installation chez Hortense, Théophane m'a remis une lettre. Enveloppe ivoire, sans adresse d'expéditeur. L'écriture à l'intérieur était petite et précipitée, comme celle de quelqu'un qui écrit vite de peur de changer d'avis. La lettre venait d'un homme qui s'appelait Albéric Soussens. Il avait été le meilleur ami d'Erwan depuis leur classe préparatoire. Je le connaissais de loin,
Il était venu à notre mariage, avait bu trop de vin blanc et avait récité de mémoire les premiers vers d'un poème en occitan dont personne d'autre ne connaissait la langue. Erwan l'appelait « le seul homme que je connaisse capable de s'égarer dans un couloir ». Dans la lettre, Albéric écrivait qu'Erwan l'avait appelé 4 jours avant l'accident, qu'il lui avait dit quelque chose d'étrange, qu'il avait découvert, dans ses archives cartographiques, des documents que quelqu'un lui avait demandé de classer sans lui en préciser l'origine. Des relevés topographiques qui correspondaient à une zone classée naturellement protégée dans le Doubs. Des annotations qui ne correspondaient à aucune mission déclarée. Il avait posé des questions à sa direction. 2 jours avant l'accident, quelqu'un avait fouillé son bureau en son absence. « Je ne dis pas ce que je pense », écrivait Albéric. « Je ne suis pas capable de le dire. Mais il t'aimait. Il avait peur pour toi. Et il voulait que si quelque chose lui arrivait, quelqu'un sache. » J'ai relu cette lettre 6 fois dans la cuisine d'Hortense, avec une tasse de café qui refroidissait entre mes mains. 3 semaines plus tard, j'ai rencontré une journaliste qui s'appelait Maëlys Kervern. Elle travaillait pour un journal régional de Besançon et enquêtait depuis 18 mois sur une société immobilière qui utilisait des études environnementales comme couverture pour obtenir des dérogations de construction en zone protégée. Elle avait entendu parler d'un cartographe mort dans un accident de la route. Elle avait trouvé mon nom. « Je ne veux pas vous blesser », m'a-t-elle dit lors de notre premier rendez-vous, dans un café sur les quais du Rhône. « Je veux juste savoir si ce que j'ai trouvé et ce que vous vivez appartiennent à la même histoire. » Ils appartenaient à la même histoire. Ce qui a suivi a duré presque 1 an. Des réunions avec Maëlys, avec Albéric, avec un inspecteur des services environnementaux qui avait lui-même des doutes depuis longtemps. Les documents qu'Erwan avait cachés, dans un disque dur chez Albéric, enveloppe cachetée avec la mention « Ouvrir seulement si », contenaient des copies de correspondances internes qui compromettaient 2 directeurs de la société et un élu local. Ça ne prouvait pas la culpabilité de qui que ce soit dans l'accident, ça construisait quelque chose de plus lent et de plus solide, un contexte. Ma fille est née en novembre. Je l'ai accouchée dans une maternité du 3e arrondissement, un mardi matin, sous une lumière grise et douce. Elle pesait 3 kilos et quelques. Elle avait les sourcils d'Erwan, 2 petits traits précis et sérieux, et une façon de serrer le poing en dormant, comme si elle retenait quelque chose d'important. Hortense était dans la salle d'attente avec un thermos de bouillon chaud et les mots croisés du Figaro. Théophane est arrivé dans l'après-midi avec des anémones violettes. Pas des roses, pas des tulipes, des anémones, ce qui m'a paru juste sans que je sache exactement pourquoi. « Elle a un prénom ?» a-t-il demandé. « Oriane », j'ai dit. C'est le prénom de mon arrière-grand-mère qui a traversé 2 guerres et appris le grec à 60 ans. Il a souri. Albéric est venu 2 jours plus tard. Il était maladroit avec les bébés. Il la tenait avec les 2 mains comme quelqu'un qui transporte un bol trop plein, mais il la regardait avec une attention totale et un peu tremblante. Il a dit, très bas, « Erwan aurait voulu la voir. » Je n'ai pas répondu, mais il savait que j'avais entendu. Le parquet a ouvert une enquête sur la société au bout de 8 mois. 2 ans plus tard, une instruction judiciaire a été ouverte. La cause de l'accident de la route n'a jamais été officiellement reliée aux activités de la société. Il existe des vérités qui ne deviennent pas des verdicts. J'ai appris à vivre dans cet espace-là, entre ce qu'on sait et ce qu'on peut prouver. Et c'est un espace difficile, étroit, mais pas inhabitable. À la rentrée de septembre, j'ai repris l'enseignement du violoncelle. J'avais trouvé un appartement au rez-de-chaussée d'une maison dans le quartier de la Guillotière, avec un jardin étroit où Oriane pouvait ramper dans l'herbe et attraper des brins de lavande avec ses petits doigts potelés. Hortense m'avait donné un fauteuil à bascule qu'elle disait trop lourd pour ses genoux. On savait toutes les 2 que c'était une façon de me donner quelque chose sans le dire. Gwendaline n'a plus écrit que 2 fois. La première pour m'informer qu'elle renonçait à ses recours juridiques. La deuxième, plusieurs mois plus tard, une carte sans signature avec juste ces mots. « J'espère qu'elle est en bonne santé. » Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de la rancune. C'était simplement que certaines portes, une fois fermées, ne méritent pas d'être rouvertes. Théophane m'a confié un soir, assis à ma table de cuisine avec une tisane qu'il ne buvait pas, que le jour où j'étais entrée dans son cabinet, il avait posé sur son bureau les formulaires pour faire valoir ses droits à la retraite anticipée. Qu'il les avait glissés dans un tiroir en me voyant, que depuis, le tiroir était resté fermé. « Tu as continué à cause de moi ?» j'ai demandé. « J'ai continué à cause de moi », il a répondu.
Mais tu m'as montré pourquoi ça valait la peine. Il y a des choses que je ne saurais probablement jamais. Ce qui s'est vraiment passé sur la route entre Beaune et Châlons. Ce qu'Erwan avait compris et qu'il n'a pas eu le temps de me dire. S'il avait eu peur, s'il avait pensé à moi dans les dernières secondes. Ces questions ne me quittent pas complètement, mais elles ont changé de nature. Elles ne me brûlent plus, elles m'accompagnent, comme une cicatrice qu'on touche parfois, sans plus de souffrance. Ce que je sais, c'est ceci. Un soir d'automne, Oriane s'est endormie contre mon épaule pendant que je jouais du violoncelle. Pas un morceau précis, juste une ligne mélodique que j'inventais au fur et à mesure. Elle s'est endormie si vite, avec une confiance si totale dans ce moment, que j'ai arrêté de jouer et je suis restée là, à écouter sa respiration. Et j'ai pensé à Erwan. Pas avec douleur, avec quelque chose de plus calme que ça, une gratitude étrange et tenace d'avoir eu le temps qu'on a eu et d'avoir fait de ce temps quelque chose qui continue. La vie que je mène maintenant n'est pas celle que j'avais prévue. Elle est plus petite dans certains sens, plus grande dans d'autres. Elle a la forme de ce qu'on construit sans plan avec ce qu'on a trouvé sur le chemin.